Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 42e vidéo dans laquelle nous allons terminer l'étude de la 21e leçon du deuxième tome de la méthode de Médine en nous intéressant à deux notions fondamentales qui sont abordées dans le dialogue entre le professeur et ses élèves et que vous devez connaître avant de poursuivre votre étude de la grammaire de l'arabe littéraire. Mais avant d'aborder ces notions en détail, revenons rapidement sur la déclinaison des verbes conjugués au temps de l'inaccompli, al-mudari', en nous intéressant à l'emploi de la particule lamma qui implique leur déclinaison au cas réduit, al-jazm. Afin d'illustrer l'emploi de cette particule, commençons par reprendre un extrait du dialogue entre le professeur et ses élèves en observant les deux dernières répliques qui se trouvent au bas de la page 146 du manuel. أنبدأ الدرس الجديد؟ مهلا يا أستاذ لما نكتب ما كتبت على السبورة. Dans la première phrase, le professeur demande aux élèves s'ils sont prêts à commencer l'étude de la leçon suivante en disant أنبدأ الدرس الجديد؟ Est-ce qu'on commence la nouvelle leçon? Les étudiants lui répondent ensuite qu'ils ne sont pas prêts en disant مهلا يا أستاذ, qui signifie littéralement « doucement, maître » et qu'on peut aussi reformuler en disant « un instant, maître » ou encore « attendez, maître », suivi d'une deuxième phrase qui lui indique la raison de leur demande. Au début de cette phrase, on trouve la particule « lamma » qui produit le même effet grammatical que la particule « lam » que nous avons étudiée dans le cours précédent, puisqu'elle implique la déclinaison au cas réduit, al-jazm, du verbe naktub qui la suit, comme l'indique le signe soukoun qui marque sa terminaison. Du point de vue du sens, la particule lamma indique comme la particule lam que l'action décrite par le verbe qui la suit n'a pas été accomplie dans le passé, mais se distingue en indiquant également que cette action n'est pas accomplie dans le présent, ce qui signifie que dans cette phrase, les étudiants indiquent à la fois qu'ils n'ont pas accompli l'action d'écrire et qu'ils ne l'ont toujours pas accomplie au moment où elle est exprimée, comme lorsqu'on dit en français « nous n'avons pas encore écrit ». Mahlan ya ustad, lamma naktub ma katabta ala sabura. Un instant, maître, nous n'avons pas encore écrit ce que vous avez écrit au tableau. Dans le dialogue, on trouve également un autre exemple de l'emploi de cette particule lorsque Abbas indique au professeur qu'il n'a pas compris son explication en disant « lamma afham », qui signifie « je n'ai pas encore compris » ou « je n'ai toujours pas compris » et qui implique donc que l'action de comprendre n'a pas été accomplie dans le passé et qu'elle n'est toujours pas accomplie dans le présent. Dans la plupart des contextes, on emploie donc cette tournure lorsqu'on souhaite indiquer qu'une action qui n'est pas encore accomplie au moment où elle est exprimée est toujours prévue d'être accomplie dans le futur, même si ce n'est pas une condition à l'emploi de la particule lamma. En effet, lorsque les étudiants indiquent « lamma naktub », on comprend que malgré le fait qu'ils n'aient pas encore écrit la leçon, ils sont actuellement en train de le faire, et que lorsque Abbas indique qu'il n'a toujours pas compris la leçon, en disant « lamma afham », il espère pouvoir la comprendre en demandant un complément d'explication au professeur. La particule « lamma » se distingue donc de la particule « lam » qui indique seulement que l'action n'a pas été accomplie dans le passé, mais qu'en fonction du contexte, il est possible que l'action ait finalement été accomplie au moment où la phrase est exprimée, comme lorsqu'on dit par exemple « Lam adhhab ila al-amali amsi wa dhahabtu al-yawma » Je ne suis pas allé au travail hier et j'y suis allé aujourd'hui. Parmi les différences entre les particules « lam » et « lamma », on peut également citer le fait que dans certains contextes, il est possible d'employer la particule « lamma » sans mentionner le verbe après elle, comme dans l'exemple suivant tiré du dialogue. Araja al-mudiru min Makkata, ya ustad. Maître, est-ce que le directeur est revenu de la Mecque? Lamma. Non, pas encore. Dans la réponse du professeur, la particule lamma offre donc la possibilité d'être employée sans répéter le verbe, puisque le contexte de la question nous permet de savoir qu'il s'agit du verbe raja'a et que la réponse lamma sous-entend lamma yarji' qui signifie
il n'est pas encore revenu ou il n'est toujours pas revenu. En revanche, si on souhaite répondre à cette question en utilisant la particule lam, il est obligatoire de la faire suivre d'un verbe conjugué à l'inaccompli, al-mudari', et le professeur pourrait dans ce cas également répondre en disant la lam yarji'. Non, il n'est pas revenu. Notons enfin qu'il existe également une possibilité d'employer la particule lam pour indiquer qu'une action qui n'a pas été accomplie dans le passé ne s'est toujours pas accomplie dans le présent, à condition d'ajouter le nom ba'du après le verbe ou en fin de phrase. Pour dire « nous n'avons pas encore écrit », on peut donc aussi choisir de dire « lam naktub ba'd » qui est équivalent à « lamma naktub » et pour dire « je n'ai toujours pas compris », on peut également dire « lam afham ba'd » qui est équivalent à « lamma afham ». De la même façon, la tournure « lam yarji' ba'd » est donc équivalente à la tournure « lamma yarji' » qui signifie « il n'est pas encore revenu ». Intéressons-nous maintenant au sujet principal de ce cours qui concerne les définitions et les explications apportées par le professeur à ses étudiants dans le contexte du dialogue de la leçon. La première de ces explications répond à la question posée par Ali dans sa réplique du bas de la page 144 lorsqu'il demande au professeur « Lam afhamil farqa bayna al-jumlati al-ismiyyati wal-jumlati al-fi'liyyah » Je n'ai pas compris la différence entre la phrase nominale et la phrase verbale. En réponse à cette question, le professeur apporte un peu plus loin dans le dialogue, à la page 145, l'explication suivante au sujet de la phrase nominale. Al-jumlatu al-ismiyyatu hiya al-jumlatu allati awwaluha ism, qu'on peut traduire littéralement en disant la phrase nominale est la phrase dont le début est un nom, et qu'on peut reformuler en disant la phrase nominale est celle qui commence par un nom. Nahwu as-sayyaratu jamilatun, hamidun maridun, aminatu mujtahidatun. Comme par exemple, la voiture est belle, Hamid est malade, Amina est studieuse. فكل جملة من هذه الجمل أولها اسم وهو المبتدأ qui signifie dans sa globalité, et chacune de ces phrases contient un nom à son début qui correspond au mubtada, le sujet de la phrase nominale. وَالْجُزْءُ الثَّانِي هُوَ الْخَبَرُ et la deuxième partie correspond au khabar, l'information de la phrase nominale. الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ marfu'an. Le sujet de la phrase nominale, al-mubtada, et l'information, al-khabar, sont tous les deux marfu', c'est-à-dire déclinés au cas régulier. Dans cette explication, il n'y a rien de vraiment nouveau à ce stade de votre apprentissage si vous avez étudié le tome 1 ainsi que les leçons précédentes du tome 2 de la méthode de Médine. J'ajouterai simplement qu'il s'agit de règles de base car il est possible qu'une phrase nominale débute par une particule, comme lorsqu'on dit par exemple « Inna hamidan maridun » Hamid est vraiment malade. Ou encore « Atabibun anta » Est-ce que tu es médecin? Dans ces exemples, on trouve au début des phrases les particules « inna » et « hamza » d'interrogation, mais comme elles sont suivies respectivement des noms « hamidan » et « tabibun », on considère qu'il s'agit de phrases nominales. De la même façon, il est également possible, et même parfois obligatoire, que le sujet de la phrase nominale, al-mubtada, soit placé après son information, al-khabar, comme nous l'avons observé précédemment et comme l'illustrent les exemples suivants. Aina anta, où es-tu? Fil fasli talibun jadidun. Il y a un nouvel étudiant dans la classe. En effet, dans la première phrase, c'est le pronom interrogatif aina qui occupe la fonction de khabar, puisque c'est l'information qu'on cherche à obtenir au sujet de l'interlocuteur, même s'il est placé avant le sujet de la phrase nominale, al-mubtada. Dans la deuxième phrase, on constate également cette inversion, car le nom talibun qui occupe la fonction de mubtada est indéfini, et que c'est la construction fil fasli
qui constitue une pseudo-phrase, en arabe shibhu jumla, qui occupe la fonction de khabar, et que dans cette situation, il est obligatoire de placer l'information avant le sujet de la phrase nominale. Dans la suite du dialogue, c'est ensuite Abbas qui demande au professeur une précision sur cette explication en disant « Qulta innal mubtada'a wal khabara marfu'an. Fama ma'na al marfu'. » Vous avez dit que le sujet de la phrase nominale et son information étaient marfu'. Alors, quel est le sens de marfu'? Al marfu' huwa al ismu alladhi fi akhirihi dhamma, qu'on peut traduire en disant le marfu', c'est le nom qui possède une voyelle dhamma à sa terminaison. Comme pour l'explication précédente, il s'agit à nouveau d'une règle de base qui doit être complétée par certains détails et exceptions que nous avons déjà commencé à observer dans les cours précédents. En effet, il existe également des catégories de noms qui sont marfu', c'est-à-dire déclinés au cas régulier, qui ne sont pas marqués par la voyelle dhamma à leur terminaison, comme lorsqu'on dit « at-talibani jadidani ». Les deux étudiants sont nouveaux. Dans cette phrase, les noms « at-talibani » et « jadidani » occupent respectivement les fonctions de mubtada et de khabar et sont donc bien marfu', c'est-à-dire déclinés au cas régulier. Cependant, comme il s'agit de noms duels, ils sont marqués par la lettre alif à leur terminaison, qui constitue une marque secondaire du cas régulier, ar-raf', en remplacement de la voyelle dhamma, qui constitue la marque principale de ce cas de déclinaison. D'autre part, je vous rappelle que le cas régulier, ar-raf', s'applique également au verbe conjugué au temps de l'inaccompli, al-mudari', et qu'il est donc possible qu'un verbe soit marfu', c'est-à-dire décliné au cas régulier. Le professeur continue ensuite son explication en disant « Amma al-jumlatu al-fi'liyatu fahiya al-jumlatu allati awwaluha fi'l » Quant à la phrase verbale, il s'agit de celle qui commence par un verbe. Nahu dakhala al-mudarrisu qala al-mudiru yaktubu at-talibu. Comme par exemple, le professeur est entré, le directeur a parlé, l'étudiant écrit. ففي كل جملة من هذه الجمل كلمتان, qui signifie après l'avoir reformulé, et dans chacune de ces phrases, on trouve deux mots. الكلمة الأولى فعل والكلمة الثانية اسم. Le premier mot est un verbe et le deuxième mot est un nom. وهذا الاسم الذي يأتي بعد الفعل اسمه الفاعل. الفاعل marfu'. Et ce nom qui vient après le verbe est appelé al-fa'il, le sujet du verbe. Le sujet du verbe est marfu', c'est-à-dire décliné au cas régulier. Comme pour l'explication précédente sur la phrase nominale, il n'y a rien de vraiment nouveau que vous n'ayez pas étudié dans les leçons précédentes de la méthode de Médine, et j'ajouterai simplement que comme pour la phrase nominale, il est possible qu'une phrase verbale débute par une particule, comme lorsqu'on dit par exemple Ma dhahabtu ila as-suqi amsi. Je ne suis pas allé au marché hier. Lan arji'a min Barisa ghadan. Je ne rentrerai pas de Paris demain. Dans ces exemples, on trouve au début des phrases les particules de négation ma et lan, mais comme elles sont suivies chacune des verbes dhahabtu et arji'a, on considère qu'il s'agit de phrases verbales. Enfin, dans la dernière partie du dialogue située à la page 146 du manuel, le professeur demande aux élèves de répondre à la question de Ali, qui ne parvenait pas à se rappeler quelles étaient les trois catégories de mots en arabe littéraire, et c'est Hashim qui lui répond en disant « Aqsamul kalima, al-ismu, wal-fi'lu, wal-harf ». Les catégories de mots sont le nom, le verbe et la particule. Et c'est ensuite Amr qui, à la demande du professeur, apporte des exemples pour chacune de ces catégories. Al-ismu, nahwu, kitabun, wa qalamun, wa talibun, wa rajulun, wa mudarrisun.
le nom, comme par exemple un livre, un stylo, un étudiant, un homme et un professeur. الفعل نحو خرج وسجد ويجلس ويغسل واكتب واقرأ. Le verbe comme il est sorti, il s'est prosterné, il s'assoit, il nettoie, écrit et lit. والحرف نحو في وإلى ومن ونعم ولا ولن ولم والسين كما في سآكل. Et la particule comme dans, vers, de, oui, non, les particules de négation lan et lam, et la particule sin du futur, comme dans sa'akulu, qui signifie je mangerai. Dans cette explication, les élèves indiquent donc simplement que le lexique arabe se divise en 3 catégories en apportant quelques exemples, mais sans indiquer réellement comment reconnaître les noms, les verbes et les particules. En arabe littéraire, on définit généralement ces catégories de la manière suivante. Premièrement, les noms sont les termes dont le sens est intrinsèque, c'est-à-dire qu'ils se réfèrent à une personne, une chose ou un concept qui peut être compris indépendamment de tout facteur extérieur et qui n'est pas délimité par la notion de temps. Deuxièmement, les verbes sont les termes dont le sens se réfère à une action ou un événement limité à une période de temps et qui se déroule donc dans le passé, le présent ou le futur. Troisièmement, les particules sont les termes dont le sens ne se manifeste réellement que lorsqu'elles interagissent avec les noms et les verbes. En effet, il est possible de définir le nom kitabun de manière isolée en disant par exemple qu'il s'agit d'un assemblage de feuilles imprimées et réunies en un volume. De la même manière, il est possible de définir le verbe kharaja de manière isolée en disant qu'il se réfère à l'action de passer du dedans au dehors, accomplie dans le passé, c'est-à-dire avant le moment où elle est exprimée. En revanche, le sens de la particule fi, qu'on emploie pour indiquer la position d'une personne, d'une chose, d'une situation ou d'une action, ne se manifeste réellement que lorsqu'elle est accompagnée du nom qui se réfère au lieu dans lequel se déroule l'action ou la situation. Dans la suite de l'étude de la méthode de Médine, nous aurons l'occasion de revenir sur ces 3 catégories de mots qu'il est important de connaître pour déterminer leur caractère invariable ou déclinable, et dans le cas où ils sont déclinables, de savoir quel cas de déclinaison s'applique à leur catégorie. Avant de terminer ce cours, intéressons-nous aux 2 dernières notions abordées dans cette leçon au paragraphe 11 et 12 des pages 151 et 152 du manuel. La première concerne le pronom relatif al-la'i qu'on emploie pour introduire une phrase ou une pseudo-phrase qui permet d'identifier un nom féminin pluriel placé avant lui, comme dans la phrase suivante mentionnée dans la leçon. الطالبات اللائي خرجن من الفصل الآن من الفلبين. Les étudiantes qui sont sorties à l'instant de la classe sont des Philippines. Le pronom relatif al-la'i est donc équivalent au pronom relatif al-lati que vous avez étudié dans la 9e leçon de ce manuel, et il est donc possible d'exprimer exactement la même phrase en disant الطالبات اللاتي خرجن من الفصل الآن من الفلبين. Enfin, la dernière notion abordée dans cette leçon concerne la conjugaison des verbes qui contiennent la lettre alif en 2e position dans leur conjugaison à la 3e personne du masculin singulier du temps de l'accompli, el-madi, comme les verbes qala, qama et zara, qui signifient respectivement il a dit, il s'est levé et il a visité. En effet, ces verbes font partie d'une catégorie de verbes irréguliers que nous étudierons en détail dans la 27e leçon de ce manuel et qui subissent une transformation lorsque leur conjugaison se forme en ajoutant une lettre vocalisée à leur terminaison. Dans cette situation, la lettre alif disparaît et la voyelle fatha, associée à la première lettre de la racine,
est remplacé par la voyelle dhamma pour des raisons que nous observerons ensemble dans la suite de cette formation. Pour le moment, retenez simplement que pour dire « tu as dit », on ne dira donc pas « qalta », mais bien « qulta ». Et pour dire « tu t'es levé », on dira donc bien « qumta » et non pas « qamta ». De la même façon, pour dire « j'ai dit » et « nous avons dit », on dira « qultu » et « qulna ». Et pour dire « je me suis levé » et « nous nous sommes levés », on devra donc dire « qumtu » et « qumna ». Voilà pour aujourd'hui. Ce 42e cours qui complète l'étude de la 21e leçon du 2e tome de la méthode de Médine est maintenant terminé. On se retrouve Inch'Allah demain avec le 43e cours qui débute l'étude de la 22e leçon du tome 2 de Médine et dans lequel nous allons récapituler l'ensemble des règles de déclinaison des verbes conjugués au temps de l'inaccompli. Cette série de 3 vidéos que je vous propose de suivre cette semaine est extraite de ma nouvelle formation audiovisuelle consacrée à l'étude intégrale des leçons 21 à 31 du 2e tome de la méthode de Médine. La formation complète est composée d'un total de 20 vidéos qui expliquent de manière claire et détaillée l'ensemble des notions linguistiques et grammaticales abordées dans les leçons de ce manuel. Pour en savoir plus sur son contenu et son déroulement, vous trouverez le lien vers la présentation détaillée de cette nouvelle formation dans la description. Si vous souhaitez être averti de la parution de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Wassalamu alaikum.